je vous parle des dernières annonces de Donald Trump concernant les tarifs douaniers. Donc évidemment, je parle ici des tarifs de 25% pour le Canada et le Mexique, mais je vais aussi vous parler des tarifs de 100% pour les pays du BRICS. Donc, je vais essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces tarifs-là? Et ensuite de ça, je vous partage mes inquiétudes vis-à-vis l'économie québécoise. Oui, évidemment, en considérant la possibilité des tarifs douaniers de Donald Trump, mais également, je vais vous parler de d'autres facteurs comme la baisse de l'immigration, l'optimisation des finances publiques et la dépréciation du dollar canadien face aux autres devises. Donc tout d'abord, comme vous le savez sûrement, Trump a annoncé des tarifs douaniers de 25% sur les importations qui proviennent du Canada et du Mexique, et ça dès son entrée en fonction le mois prochain, donc le 20 janvier. Et encore une fois, je tiens à préciser que ce sont les compagnies américaines qui importent nos produits canadiens qui paieraient le fameux tarif de 25%. Donc, gardez en tête que ce ne sont pas les compagnies canadiennes qui payent ces tarifs-là, ce sont les compagnies US qui veulent des produits qui proviennent du Canada ou du Mexique. Et en fait, Trump dit qu'il va imposer ces tarifs-là parce qu'il veut lutter contre les problèmes avec les frontières puis les drogues à l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes au niveau des immigrants illégaux et de la drogue comme le fentanyl. En fait, il justifie tout ça en disant qu'il y a un paquet d'immigrants illégaux qui rentrent dans le pays par le biais des frontières du Canada et du Mexique. Et tant que nous, les Canadiens, on ne trouvera pas une manière de régler cette problématique-là, son message, en fait, il dit qu'il va continuer à nous faire payer le gros prix. Là, évidemment, il fait référence à ces tarifs de 25%. Et je suis bien conscient qu'à première vue, c'est pas évident de voir le lien entre le fentanyl et les tarifs douaniers. Mais selon moi, tout ça, c'est dans le but d'exercer une pression sur le Canada et le Mexique pour les forcer à trouver des façons d'arrêter le flux d'immigrants illégaux qui rentrent aux États-Unis, donc utilisent les tarifs douaniers de 25% comme levier. Encore une fois, dans sa stratégie globale de protectionnisme et au-delà du protectionnisme économique, il y a également un aspect politique là-dedans. Et dans tous les cas, pour nous, l'imposition de tarifs de 25%, c'est clair que si jamais c'est une mesure qui se concrétise, ça aurait des conséquences relativement importantes sur notre économie parce que, comme j'en ai parlé dans un épisode précédent, les États-Unis, ce sont notre plus grand partenaire commercial, c'est-à-dire qu'on exporte énormément de produits aux États-Unis. Au Québec, c'est particulièrement dans l'industrie du bois d'œuvre, de l'agriculture, de l'aluminium et de l'aéronautique. Donc, évidemment, des tarifs douaniers de 25%, c'est certain que ça aurait une incidence sur la compétitivité de nos produits aux yeux des compagnies américaines. Là, parce que pour prendre nos produits, ça leur coûterait 25% plus cher. Par contre, oui, 25%, ça fait peur, mais je pense que ça reste la bonne vieille stratégie de commencer plus haut en prévision qu'il va y avoir des négociations plus tard. Autrement dit, je ne m'attends pas nécessairement à des tarifs douaniers de 25%. D'après moi, pal jase, puis ils vont finir par s'entendre autour de 10-15%. Puis là, le monde va être content que ce soit juste 10%. Là. On va célébrer ça dans les médias. On va voir des gros titres du style seulement 10% de tarifs douaniers, une victoire pour le Canada. Tu sais, quand dans les faits, je suis convaincu que de starter à 25%, c'est une tactique de Donald Trump. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un homme d'affaires puis qu'il connaît la game de la négociation. Tu sais, quand tu veux faire une vente, il faut toujours que ton acheteur ait l'impression de faire un deal. Donc, si tu commences à 10%, ben ton acheteur, dans ce cas-ci le Canada, voudrait 0% de tarifs douaniers. Tu commences à 25%, tout d'un coup, 10-15%, ça paraît beaucoup mieux que le 25% initial. Donc, je pense que c'est un peu ça, la stratégie de Trump avec l'annonce des tarifs douaniers de 25%.
Et une autre chose qui a fait jaser beaucoup par rapport aux tarifs douaniers, c'est que Trump il a également menacé d'imposer des tarifs douaniers de 100% aux 9 pays du BRICS si jamais il décide de créer une nouvelle devise pour venir remplacer ou du moins concurrencer le dollar US. Et quand on parle des BRICS, on fait référence au regroupement entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes. Et je vous rappelle que les BRICS représentent quand même 40% de la population mondiale et que ce regroupement-là, une des raisons de ça, c'est de venir faire un contrepoids face au G7, le G7 qui est évidemment contrôlé principalement par les États-Unis et l'Union européenne. Et l'idée derrière les pays du BRICS, c'est de promouvoir des échanges commerciaux entre eux autres en utilisant leur propre devise, leur propre monnaie, dans le but de réduire leur dépendance face au dollar américain. Tu sais, par exemple, la Russie et la Chine, ils font déjà certaines transactions ensemble en yuan, qui est la devise chinoise. Et on s'entend que avec les tarifs douaniers de 100%, c'est l'équivalent de dire que ça doublerait le prix des importations pour les compagnies américaines qui décideraient d'importer des produits dans ces pays-là. Donc, à ce moment-là, on peut comprendre que les propos de Trump vis-à-vis les pays du BRICS, ça démontre clairement qu'il compte essayer de maintenir la domination du dollar US, qui est encore aujourd'hui la monnaie la plus utilisée à l'échelle mondiale. Et il y a deux principaux avantages qui découlent de ça, d'être la plus grande monnaie dans le monde. De un, ça donne un avantage économique aux États-Unis, dans le sens que le financement de la dette américaine est moins coûteuse dû à la valeur du dollar US par rapport aux autres devises. Et de deux, si les États-Unis imposent des sanctions économiques, comme ils ont fait contre la Russie, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, ben à ce moment-là, les sanctions auraient beaucoup moins d'impact si le pays qui est visé par les sanctions utilise des monnaies alternatives, c'est-à-dire d'autres devises que le dollar US. Donc de là, la création du regroupement des BRICS et de là, la réaction de Trump envers la possibilité de la création d'une nouvelle devise qui viendrait potentiellement affaiblir le dollar américain. Donc pour conclure, oui, ça a l'air bien extravagant, des tarifs douaniers de 25% puis des tarifs de 100%, mais il y a tout un raisonnement derrière ça qui consiste à faire passer les États-Unis en premier, donc America First, et oui, c'est une politique de protectionnisme, mais tout ça, c'est dans le but de protéger l'économie américaine, de favoriser le commerce local et d'essayer de nuire du moins aux pays qui essayent de faire concurrence au dollar US. Encore une fois, ça vient protéger les États-Unis. Donc, c'est toute la philosophie, la stratégie derrière les tarifs douaniers de Donald Trump. Sinon, pour le deuxième segment de l'épisode, je vais vous parler de l'économie canadienne parce que la semaine passée, on obtenait le rapport de Statistique Canada concernant le produit intérieur brut et on a pu constater que le PIB il a progressé de seulement 1% au troisième trimestre de 2024. Je dis seulement 1% parce que je vous rappelle que la Banque du Canada prévoyait une croissance de 1,5% pour ce trimestre-là. Donc, on est en dessous de leur prévision qui laisse un peu croire à une espèce de regain économique. Et si on regarde du côté du PIB par habitant, on parle encore une fois d'un recul. C'est un recul de 0,4%. Et comme je vous dis, ça fait 6 trimestres de suite que le PIB par habitant continue de baisser. Et je pense que c'est une donnée qui reflète beaucoup plus le ressenti actuel par rapport à la conjoncture économique comparativement au PIB qui, lui, il est artificiellement gonflé par le nombre record d'immigrants dans le pays. Et une autre donnée cruciale à surveiller, c'est le taux de chômage. Donc, le taux de chômage qui va être publié vendredi cette semaine. Actuellement, on est à 6,5% au Canada.
mais j'anticipe une hausse du taux de chômage lors de la publication de vendredi. Et d'après moi, on sera pas loin de 7% pour terminer l'année 2024. Le marché du travail qui n'est pas super reluisant en ce moment. Comme vous le savez, depuis quelques mois, les grèves se multiplient. Il y a aussi un paquet de monde qui ont perdu leur job récemment. Tu sais, par exemple, on peut penser aux 400 employés de Lion Électrique qui viennent d'être congédiés juste avant Noël. Et honnêtement, la seule bonne nouvelle là-dedans, si on peut considérer ça comme une bonne nouvelle, c'est que la faible croissance du PIB, du moins la plus faible croissance du PIB par rapport aux prévisions de la Banque du Canada et la hausse du taux de chômage, pour moi, ça va garantir une autre baisse du taux directeur la semaine prochaine, donc le 11 décembre. Mais je tiens à préciser que même si tout le monde regarde ce qui se passe avec la décision de la Banque du Canada, en ce qui a trait au taux hypothécaire, ça ne changera pas grand-chose à court terme parce que oui, la diminution du taux directeur, ça fait descendre le taux variable, qui est aujourd'hui autour de 5,5% sur 5 ans. Par contre, en ce qui concerne les taux fixes, eux autres, ils découlent des rendements des obligations. Et de ce côté-là, il n'y a pas de baisse. En fait, la chute des taux fixes s'est déjà matérialisée. Je pense que le gros est fait. Et si on regarde depuis le mois de septembre, le taux des obligations sur 5 ans a même remonté. Donc, grosso modo, même en considérant les prochaines coupes du taux directeur de la part de la Banque du Canada, va falloir que les propriétaires s'habituent à des taux hypothécaires entre 4 et 5%, du moins pour le prochain renouvellement qui s'en vient peut-être en 2025. Et l'autre chose qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que la réduction des taux d'intérêt au Canada, ben, ça fait perdre la valeur au dollar canadien. Tu sais, la Banque centrale, elle n'a pas vraiment le choix de descendre le taux directeur pour essayer de repartir l'économie. Mais de l'autre côté, notre dollar se déprécie par rapport aux autres devises. Et oui, c'est vrai qu'un faible dollar canadien, c'est très bon pour nos exportations. Tu sais, c'est logique, là, ça revient moins cher pour les pays étrangers qui importent nos produits, donc ça leur donne un incitatif d'en importer plus, mais reste que c'est pas une raison pour se réjouir de la dévalorisation de notre devise, parce que la dévalorisation du dollar canadien, ça a pas mal plus de négatifs pour nous que de positifs. Premièrement, étant donné que les importations, nous qu'on achète ailleurs, ça nous coûte plus cher, ben c'est un peu l'équivalent d'importer de l'inflation. C'est-à-dire qu'il faut considérer que la hausse des prix des produits qu'on importe, ben ça peut contribuer à l'augmentation du coût de la vie parce qu'évidemment, ces produits-là, quelque part dans le temps, on les consomme. Et deuxièmement, si vous voyagez aux États-Unis ou en Europe, bien, ça va réduire considérablement votre pouvoir d'achat lorsque vous allez changer vos dollars canadiens en dollars US ou en euros. Et au fait, pour la grande majorité du monde, la seule façon qu'ils se rendent compte que notre monnaie a perdu de la valeur face aux autres devises, c'est justement lorsqu'ils sortent du Canada et qu'ils doivent convertir leur cash dans une autre monnaie. Et tout ça pour dire que la menace des tarifs douaniers de Trump, la baisse de l'immigration par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec qui coupe sur les dépenses, ben tout ça, c'est des éléments qui pourraient nuire à la relance économique qu'on pourrait s'attendre avec la baisse des taux d'intérêt au Canada. Et ce que je veux mettre de l'avant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se réjouissent de la baisse de l'immigration à partir de 2025, mais ces mêmes personnes-là semblent ignorer les incidences que ça va avoir sur l'économie canadienne. Parce que dites-vous qu'en 2 ans, on a fait rentrer plus d'1 million de nouveaux arrivants au Canada. Tu sais, on parle d'à peu près 500 000 par année. Et là, le gouvernement fédéral fait marche arrière et décide de réduire ses cibles d'immigration. Et honnêtement, c'est parfait comme ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Depuis 2022, ce sont les immigrants qui ont soutenu le PIB du pays parce que tout ce monde-là qui se sont installés ici de façon permanente ou temporaire, ben, ils travaillent, ils consomment et nécessairement,
ben, ça vient stimuler notre économie. Et là, le gouvernement fédéral s'apprête à réduire la cadence au niveau de l'immigration, et ce, pour la première fois depuis longtemps. Et attention, là, je dis pas que c'est pas la bonne chose à faire. Je vous dis seulement que c'est fort probable que ça ait un effet négatif sur la croissance économique à partir de justement 2025. Et je le répète, il y a également le gouvernement du Québec qui est en mission de réduire son déficit budgétaire. Ça aussi, en soi, c'est une bonne chose, sauf que ça va également avoir des répercussions financières pour certains travailleurs et certaines entreprises. Par exemple, on peut penser aux crédits d'impôt qui vont être retirés. Dernièrement, on parlait des travailleurs âgés de 60 à 64 ans, mais il y a aussi toutes les subventions qui peuvent être retirées. Et grosso modo, quand le gouvernement réduit ses aides financières, ben, il y a du monde qui en bénéficiait. Donc, c'est sûr que ça va avoir des répercussions. Et il y a aussi Santé Québec qui est entré en fonction le 1er décembre. Et je vous répète que son objectif primaire, c'est d'éliminer plus de 1 milliard en dépenses dans le réseau de la santé. Et au-delà du gel d'embauche qui est déjà en vigueur dans le secteur public, ça a déjà été annoncé, mais c'est possible que là, il y ait aussi des coupures de postes et des réductions du côté du temps supplémentaire. On s'entend, je pense pas que c'est les infirmières puis les auxiliaires qui vont en écoper, mais reste que ça va toucher des personnes dans des départements administratifs. Et c'est drôle parce qu'on voyait le secteur public, les fonctionnaires comme étant des personnes un peu à l'abri d'une récession ou à l'abri de problèmes financiers. Et là, pourtant, c'est possible qu'avec les coupures au niveau des dépenses gouvernementales, il y a des personnes qui se retrouvent avec des moins d'heures de travail ou peut-être une perte d'emploi. Et je vous rappelle également que le gouvernement du Québec demande aussi à toutes ces sociétés d'État de réduire leurs dépenses. Donc ça aussi, ça pourrait amener des mises à pied. Là, par exemple, on peut penser à Investissement Québec qui a décidé le mois passé de licencier une 60aine d'employés. Donc on s'entend, c'est pas catastrophique en termes de nombre, mais c'est le fait que c'est des sociétés d'État, c'est dans le secteur public, et ça a longtemps été une fausse croyance de penser que ces personnes-là étaient à l'abri de mise à pied, de congédiement. Clairement, on est en train de voir un changement au niveau des politiques. Comme je vous dis, d'après moi, on se rapproche tranquillement pas vite d'une politique d'austérité, même si au niveau du budget du Québec, les dépenses ont augmenté. On cherche quand même à réduire des dépenses, autant au niveau des crédits d'impôt, subventions, mais là, comme je vous dis, ça s'étend même aux sociétés d'État et au réseau de la santé. Bref, l'environnement économique et politique actuel me donne l'impression que 2025 sera pas beaucoup mieux que 2024, et je considère encore qu'il vaut mieux être trop préparé que pas assez. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que tout ce contexte-là, autant avec les tarifs de Trump que la baisse de l'immigration ou les coupes budgétaires, ça crée un terrain glissant pour l'économie québécoise, et on rentre dans une période où il va falloir être stratégique, que ce soit au niveau de vos finances personnelles, de vos placements. Pour moi, c'est pas vraiment le moment de tout miser sur des scénarios super optimistes. Je suis pas en train de dire qu'il va y avoir un crash boursier ou qu'il va y avoir une crise financière, sauf que ça se peut que pour un certain groupe de personnes puis certaines entreprises, ça se peut que prochainement, on soit dans un environnement économique un peu plus difficile. Et la conséquence de ça, c'est que pour certaines personnes, ça se peut que ce soit un petit peu plus précaire au niveau des finances. Donc, c'est mieux d'avoir un coussin financier puis d'être préparé que d'être surpris par une éventualité qu'on n'avait pas pris en compte. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner directement à ma chaîne sur YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.